Bonjour Vincent Prouvé. Bonjour Philippe Bourki. Alors aujourd'hui nous allons aborder un concept de Pierre Solier qui est assez délicat et assez difficile quand même à traiter. C'est pour ça que je vais m'aider d'un schéma que je vais tout de suite partager. Et il s'agit de du rapport qu'il fait entre son objet O et O', c'est-à-dire un peu l'image archétypale pulsionnelle, archétypique pulsionnelle vers l'extérieur, l'objet O'. Donc je pense que vous allez nous l'expliquer. Oui, écoutez, ce schéma de Pierre Solier, c'est vraiment un schéma majeur et qui est toujours d'actualité aujourd'hui et qui le sera encore dans les années à venir. C'est vraiment le schéma du développement humain depuis la naissance, même depuis aussi toute la phylogenèse, donc le développement avant la naissance, et puis le développement du pulsionnel vers du spirituel. Alors du spirituel qui est le psychique qui s'ouvre sur le monde de l'esprit. Voilà. Et c'est vraiment un magnifique schéma sur vraiment euh, qu'est-ce que nous pouvons attendre de notre vie et du développement et de l'évolution humaine dans notre vie et pour les générations à venir, parce qu'il pense effectivement, il a en tête l'idée d'un développement futur, une évolution future, symbolico-psychico-spirituelle de l'espèce humaine. Voilà, rien que ça. Je veux dire. Donc c'est très ambitieux de sa part et je pense qu'il y a encore beaucoup de travaux à faire à ce sujet. Alors, le schéma, si vous voulez, pour le commenter, je voudrais aborder rapidement mes deux tout petits points cliniques. Et ça sera beaucoup plus parlant. C'est-à-dire que pour moi, je trouve ce schéma d'actualité à deux niveaux. Maintenant, il y a encore plein d'autres niveaux, mais à deux niveaux. C'est le rapport du petit enfant à ses parents, à sa mère, à son père. Donc le rapport du bébé à ses parents, d'une part, et d'autre part, la relation de couple du couple adulte, voilà, quel qu'il soit d'ailleurs. Donc, ce schéma, pour le simplifier, on voit qu'il y a un axe vertical, l'axe du milieu, qui est l'axe qui est l'axe diachronique. Dia veut dire passer à travers, et donc ça part de l'origine du psychisme au niveau archétypique, et ça va et donc aussi, on commence à un moment donné au petit bébé, et puis on va vers la fin de la vie. Voilà. Parce que voilà, jusqu'à 80, 90 ans, 100 ans. Donc ça, c'est le premier axe, c'est toute l'évolution d'un être humain tout au long de sa vie. Et puis il y a au milieu un axe synchronique qui est l'axe horizontal, c'est-à-dire c'est celui qui nous représente à chaque stade de développement. Donc cet axe synchronique, on pourrait le découper, on pourrait le voir aussi comme une échelle qui va au niveau oral de O1 de O à O', puis au niveau anal qui va de O1 à O'1, puis au niveau génital qui va de O2 à O'2, etc. On pourrait voir cet axe synchronique, le plan, axe plan du moi, on pourrait le voir comme des barreaux d'une échelle à ces différents niveaux. Voilà, ça, c'est très important. Bon, donc, qu'est-ce qui se passe au premier niveau, au niveau oral? Au niveau oral, qui est le tout début du développement de l'enfant, eh bien, il y a O et O'. C'est-à-dire que Solier nous dit que dans le psychisme du petit enfant, il y a O qui représente l'inscription, l'image archétypique et pulsionnelle, c'est-à-dire O, c'est ce qui est en nous, inné dans le psychisme, c'est à la fois pulsionnel, biologique et archétypique. Et O', c'est l'image qui se représente dans l'être humain, dans le psychisme humain, de son contact avec la réalité extérieure. Donc, le plan gauche du schéma, c'est le plan gauche inférieur du schéma, c'est ce qu'il y a en nous, et le plan droit inférieur du schéma,
Quand je dis inférieur, c'est en dessous de l'axe synchronique qu'il décrit. Le plan inférieur droit, c'est notre contact avec le monde extérieur. Je Voilà. crois il prend l'exemple de la pulsion enfin la faim et le sein de la mer au départ, hein. Donc la Voilà. pulsion serait l'objet O et le sein de la mer serait l'objet O'. Et ensuite il y aura la conjonction des deux. J'imagine que vous allez nous en parler. Absolument. Donc, voilà. Et donc, la représentation interne de l'objet, eh bien, c'est O'. C'est-à-dire que, euh, pour le dire autrement, notre contact avec le monde extérieur, ici, vous parlez du sein, eh bien, va être mélangé au niveau de ma représentation avec le niveau, l'archétype de la mer. Voilà. C'est-à-dire, il est nourricier et tout ce qui est lié à l'archétype de la mer et de la grande mer. Voilà. Et notre représentation sera le mélange des deux. Et donc, on voit tout de suite bien que que quand on rentre en contact avec le monde extérieur, eh bien, il est toujours transformé par quelque chose d'inné et d'archétypique au plan intérieur. Et tout le travail, notamment en analyse beaucoup plus tard, ça sera de démêler les deux en sorte. Voilà. Là où ce schéma est très fort et où il le développe, bon, il ne le développe pas sur le schéma, c'est que le contact avec la réalité extérieure, au départ, c'est principalement la mer. Mais ce qu'il nous dit, c'est la mer, mais tout le contexte autour de la mer et tout le monde symbolique de la mer, et aussi tout son inconscient à elle. Et c'est là aussi qu'il introduit quelque chose de majeur, hein, qui sera repris aussi par d'autres psychanalystes, mais c'est cette idée que l'enfant entre en contact effectivement avec le sein, mais il entre en contact avec tout le psychisme et l'inconscient de sa mère et tout le transgénérationnel, tout ce qu'elle a intégré aussi dans le transgénérationnel et aussi dans son inconscient collectif à elle également, enfin tel qu'il Ouais. est, tel qu'elle le vit Et, elle-même. et Et tout alors le là, je deviens symbolique, et tout le comment? symbolique de son époque, et tout le symbolique de son époque aussi. Aussi, absolument, absolument. Mais donc, alors, il y a quelque chose pour moi à préciser qui est majeur et il en parle aussi, c'est que dans les troubles graves de la personnalité, la psychanalyse disait souvent, ah, mais c'est la mère qui est en jeu là-dedans, qui est responsable, etc. Mais on le voit bien que dans ce que nous dit Pierre Solier et que ce schéma sous-entend, bon, c'est pas écrit là sur le schéma, mais euh, la mère et quand on parle de tout l'aspect du contexte dans lequel se trouve la mère, on voit bien qu'une mère ne peut pas jouer son rôle en plein si elle n'a pas un compagnon, un mari ou une compagne, etc., mais qui peut jouer, enfin, qui va l'aider
à jouer ou pas son rôle. Si par exemple la maman vit dans un climat de violence, eh bien ça imprègne d'emblée sa manière de s'occuper de son enfant. Donc il y a quelque chose à corriger, c'est que quand on dit la mère, c'est l'expérience, c'est le premier interface de l'enfant. Mais cette interface est elle-même modulée, parfois empêchée par son entourage. Donc on dit par abus de langage la mère, mais en fait c'est tout le système symbolique de la mère et tout ce qu'elle vit aussi dans sa vie concrète. Et là c'est important de le préciser parce que pour moi ça peut aider à remettre la psychanalyse dans un peu dans une meilleure compréhension qui n'est pas haro sur les mères et qui n'est pas un jugement des mères. C'est ça, c'est très important. Et on voit aussi tout le transgénérationnel de la mère. On en parle beaucoup maintenant, mais c'est aussi tout ce que les femmes ont subi sur plusieurs générations. Et là, on retrouve tout ce que notre époque amène de réflexions majeures sur la place, le rôle de la femme, le transgénérationnel qui a marqué les femmes et qui les a parfois empêchées d'être pleinement elles-mêmes. Voilà, ça c'est très La important. fameuse société patriarcale dont qu'il évoque souvent par rapport à ce qui précédait. Absolument, voilà, exactement, exactement. Et Mais quand donc, il même, va y avoir pour ces lui, différents stades, oral, anal, génital, mais ça, c'est quand même assez bien connu puisque c'est freudien. Mais là où lui, il ajoute quelque chose, c'est que, comme on le disait précédemment, l'oral, il va en faire toute une question, celle de la question de la dévoration, le cannibalisme et donc la dévoration, la dévoration de l'autre, par exemple, hein, toute la psychologie de la dévoration de l'autre. Et pour moi, il y a quelque chose qui est relié aussi à quelque chose de- si on veut aller dans la pathologie et dans la criminalité, eh bien, il y a toute la question de l'inceste aussi, qui est une dévoration de l'autre. Et dans la dévoration, il y a aussi tuer l'autre. Voilà. Ensuite, il y a l'anal qui est, ce qu'il il le dira aussi, c'est le niveau de l'esclavagisme. Donc, c'est maître-esclave. C'est je te domine, je peux t'écraser, je peux te dominer. Et là, on voit bien qu'on est sur un plan collectif, enfin sur un plan personnel, mais aussi collectif. Il y a certains systèmes euh, qu'on peut voir dans le monde ou qui fonctionnent selon cette psychologie-là. Et ensuite, il y a le génital, qui est la troisième étape à ce niveau-là, qui est toute la question de la possessivité. Et c'est à ce niveau-là aussi que se situe la question de l'Oedipe, hein, euh, et donc, c'est je possède l'autre ou je suis possédé par l'autre. Voilà. Et, et- et du coup, on voit bien qu'à chaque niveau, il y a le monde extérieur représenté par les parents, le père, enfin la mère, le père. Et même si on dit c'est la mère, derrière la mère, comme on l'a dit, il y a toujours éventuellement un compagnon, une compagne ou un représentant de celui-ci ou de celle-là, et il y a tout un système symbolique autour d'elle. Et à chaque niveau, effectivement, l'enfant va éprouver ces différentes étapes psychologiques qui sont bien décrites par Freud pour arriver au génital, où c'est la question aussi de la castration et aussi de sortir d'une toute-puissance et d'une toute-puissance sur l'objet, sur l'autre. Et les parents vont amener, vont aider l'enfant, quand le milieu est quand même favorable, à quitter petit à petit cette toute-puissance. Pardon, est-ce que, peut-être que vous alliez y venir, la conjonction O au prime, quand elle se fait et quand elle se fait pas, parce qu'il fait la distinction entre quand il y a cette conjonction ne se fait pas au niveau O au prime ou le passage de O à O1, il fait une distinction entre un clivage vertical, c'est-à-dire quand O et O prime ne se conjoignent pas, ça peut déboucher sur des événements psychotiques. Tandis que quand c'est de P à P1, c'est-à-dire, là, en l'occurrence, l'oral et l'anal, ce passage-là, c'est plutôt une dimension névrotique, ce clivage.
vous voyez, il fait une Oui, distinction entre les oui, deux clivages. Est-ce que vous oui, rejoignez un peu cette proposition, cette analyse? oui, oui. Quand vous disiez le clivage P à P1, vous vouliez dire le clivage O à O1. Oui, si vous O voulez à O1, j'ai dit. Oui, le oui, bas du excusez-moi. schéma. O à O1, Oui. oui. Oui, oui, absolument. Mais si vous voulez, si, alors, la conjonction O' est très importante parce que O, c'est, on va dire, issu, c'est issu de c'est la représentation de mon monde interne, archétypique et pulsionnel. Donc là, je suis purement dans l'inconscient. Voilà. Et si je reste purement dans mon inconscient, eh bien, il y a une forme d'autisme, si vous voulez. Il y a une forme d'autisme, c'est-à-dire je suis purement dans mon monde intérieur. Si, alors, du coup, la rencontre avec Oprime, qui est le représentant du monde extérieur, c'est-à-dire l'image interne que je me suis fabriquée de ma mère, au départ, effectivement, ma mère, c'est d'abord le sein, ou c'est d'abord le toucher, hein. Eh bien, si je n'ai, je ne, je- il n'y a pas cette conjonction que mon monde interne, si mon monde interne n'est pas bousculé ou ne rencontre pas le monde externe, eh bien, je ne peux pas évoluer. Je reste totalement dans mon monde intérieur et je peux rester un être totalement pulsionnel. Alors, vous parliez de psychotique, mais on pourrait parler aussi de psychopathe grave, si vous voulez, ou je suis un être que pulsionnel, en quelque sorte, et où je n'ai pas rencontré la réalité. Parce que quand je rencontre la mer et que on parle du sein, eh bien, il y a aussi les limites de la réalité. Et si je rencontre pas les limites de la réalité, que le sein, ben, il vient, et puis parfois il vient pas, et j'éprouve la faim, et j'éprouve le manque, bon, ben, si j'éprouve pas le manque et que je n'éprouve pas les limites de la réalité, effectivement, je resterai dans une toute-puissance. Et Solier fait le parallèle avec les titans de la mythologie grecque. Les titans qu'on a dû remettre, enfin, qu'on a dû au début mettre dans le Tartare parce qu'ils dévastaient la terre. Enfin, ils sont dans une toute-puissance pulsionnelle et archétypique, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois dans le pulsionnel sans entrave et dans l'archétypique parce qu'ils se prennent pour des dieux, ils se prennent pour... et là, il faut les arrêter. Et il y a parfois des... En psychiatrie, on peut rencontrer certains sujets qui sont aux prises avec quelque chose de cette dynamique euh, des titans, on va dire, d'une violence extrême. Et là, eh ben, c'est un défi, il faut travailler avec ces personnes-là. Et une des manières de travailler, c'est notamment de leur faire vivre une limite à l'expression de leur pulsionalité sans entrave. Alors, le clivage vertical, ben, effectivement, c'est le fait qu'on ne va pas évoluer. Alors, on Oui. peut avoir un lien à la réalité, donc on sera dans une conjonction horizontale au prime, mais si on ne peut pas évoluer vers l'anal puis le génital, ben, on restera bloqué à un niveau de développement. Alors, on ne sera pas. Disons qu'on évolue mal, quoi. On les franchit les étapes, mais on le fait peut-être dans de mauvaises conditions. Hein. Oui, oui, mais c'est-à-dire que c'est quand même des étapes de la différenciation, quand même. C'est des étapes de la Ouais, différenciation psychique ouais. et de l'évolution psychique. Donc, on pourra fonctionner, mais en tout cas, si on en croit Jung, il y a quand même une pulsion en nous qui nous pousse à évoluer. Et c'est pour ça que l'axe diachronique, et je trouve aussi, quand on rajoute la spirale, c'est une force de vie, parce que cette spirale, elle évoque presque un peu enfin, c'est quelque chose de biologique. Et donc, c'est une force quand même qui nous pousse à accéder aux différents stades. Mais c'est Et, en et voulant représenter l'ADN qu'il a commencé à créer cette spirale. voilà, tout à Oui, fait. tout à fait.
Alors, donc nous arrivons donc au 2, au prime 2. Et à un moment donné, donc, qu'est-ce qui se passe là, à ce niveau-là, sur le schéma, on voit au niveau de l'axe synchronique, il y a un mot qui est très important dans les concepts de Soulier, c'est le chiasma. Oui, absolument. Alors là, le chiasma, si vous voulez, c'est une notion je trouve qu'il n'est pas assez précis, ou alors j'ai pas assez lu. Mais c'est-à-dire qu'il donne l'exemple, effectivement, le chiasma, il donne l'exemple du chiasma optique, hein, qui dans le cerveau, eh bien, ce qui arrive à l'œil droit va aller au fond du cerveau, dans le cortex occipital La du côté déslocation, je crois. opposé. Voilà. Et puis, il parlera aussi effectivement de la décussation des pyramides dans l'encéphale, c'est-à-dire que toutes les innervations motrices et nerveuses qui viennent du côté droit du corps dans le tronc cérébral, ben, vont aller du côté opposé dans le cerveau et inversement. Et donc, il y a ce croisement. Alors, il parle d'inversion Réversion, réversion, inversion. réversion, inversion. C'est-à-dire que moi, voilà comment je le comprends. C'est que on le voit bien, tout ce qui est du côté O', O'A, O'O'2 va aller du côté opposé. Hein, on le voit, ça va passer par le petit cercle, le centre là, du chiasma, qui va aller en P'2, P'1, P'. Et l'autre côté, les O vont aller du côté des P. On le voit bien à chaque fois. Oui, Alors, on peut le comprendre très simplement en disant que quand on arrive au chiasma, et d'ailleurs il situe quand même, là sur le schéma ça ne s'y trouve pas, mais il situe 35 ans. un, un âge, voilà. Alors c'est Voilà. un âge purement théorique, bien entendu. Oui, Euh, il le situe entre 36 et 36, 35-36 ans, ce que Jung situait, ce qu'il appelait le milieu de la vie, lui, Jung. oui, voilà. Oui. C'est-à-dire que euh, à ce niveau-là, il y a un monde intérieur qui s'ouvre. C'est-à-dire que de notre expérience de la rencontre avec la réalité, à un moment donné, il y a une reprise. Donc la réalité, pour moi, c'est aussi la rencontre avec l'altérité. Et Oui. donc, il y a une reprise au plan intérieur de l'intégration ou de l'intériorisation d'une altérité. Voilà. Oui, C'est-à-dire que, oui, à ce- je crois qu'il oui, nous je vous dit que écoute. le P', qui normalement devrait se trouver à droite, il y a d'ailleurs la spirale tourne dans l'autre sens, hein, au niveau du Oui, chiasma. Le P' qui devait se trouver à droite, c'est lui qui devient l'objet premier. C'est-à-dire ma représentation extérieure est première et je rejoins, en retirant les projections, je rejoins la pulsion initiale, mais on passe du pulsionnel au spirituel. Donc c'est d'abord la représentation extérieure que j'ai construite qui, qui retourne, une introjection qui retourne vers la pulsion initiale, mais plus au niveau confusionnel et pulsionnel, mais à un niveau intégré et en marche un peu vers un élan spirituel. C'est comme ça qu'il l'a expliqué quelque part, mais je ne l'ai pas exactement dans quel texte il le dit. tout à fait. Mais c'est-à-dire et c'est pour ça que pour moi, et c'est le deuxième point que je disais en préambule, c'est d'un apport pour moi capital et encore inexploré, et ça serait à faire dans les années à venir au niveau de la recherche jungienne et psychanalytique, c'est toute la question des relations de couple. C'est-à-dire que le sujet et l'autre, eh bien, sur ce deuxième niveau du schéma qui est sur le plan euh, qu'il a appelé spirituel, eh bien, c'est l'idée mais au niveau de mes structures internes, j'arrive à faire la différence entre ce qui est en moi au niveau pulsionnel et archétypique et ce qui est l'autre, et j'arrive à ne plus confondre l'autre avec mes attentes et avec mes besoins. Et
ce schéma, pour moi, nous offre la possibilité de donner une carte psychique de cette possibilité d'évolution dans mon rapport à l'autre et aussi, donc dans un couple par exemple, mais le rapport à l'autre aussi sur un plan collectif, c'est-à-dire le plan euh, aux autres et le plan à l'ensemble de l'humanité et le plan, parce que ça c'est la dernière étape, le plan du cosmos, c'est-à-dire où j'arrive à me décentrer. Et là, c'est pour ça que cet apport est majeur, c'est-à-dire que euh, voilà, j'arrive à me décentrer d'une part et j'arrive d'autre part à trouver une stabilité et une possibilité d'évolution dans mon monde intérieur lui-même. Voilà. C'est pour ça que nous allons passer, il met trois étapes, Eros, Caritas et Agapé. Et là où on le voit et qui est très, très intéressant, c'est que il a le niveau d'Eros reprend le niveau génital Tout à en fait. le transformant. C'est-à-dire que si je prends cette thématique de ma relation à l'autre, partenaire amoureux, par exemple, couple, eh bien, je vais devoir travailler à ce niveau d'éros, la possessivité, et petit à petit à me libérer de cette possessivité pour établir une relation avec l'autre qui sera plus mature et qui pourra laisser sa liberté à l'autre. Où là, on fonde une altérité vraie, tout en pouvant, moi, intérieurement, me relier au féminin d'une manière beaucoup plus mature, de me relier à mon anima si je suis un homme, à mon animus si je suis une femme. Voilà, c'est pour ça que on parlait dans un moment précédent de la renaissance au niveau de l'anima ou de l'animus. Voilà, parce qu'il y a une mort et une renaissance, donc il y a une véritable transformation. Le chiasma est un lieu de mort et de renaissance, de mort et de transformation. C'est-à-dire que je n'ai plus le même rapport à l'autre, parce que j'arrive à découvrir qu'il ne doit plus assouvir mes besoins pulsionnels. Et là, il y a un travail au niveau des couples qui est majeur parce il y a un certain nombre de personnes qui viennent consulter en clinique, enfin, en analyse, en thérapie, etc. Donc, au niveau de la clinique, eh bien, ils veulent consulter parce que ils disent que l'autre ne les satisfait plus ou qu'ils ont un grand désir de faire beaucoup, de pratiquer beaucoup la sexualité et que l'autre n'est plus tout à fait enclin ou veut d'autres choses, veut s'ouvrir, euh, voilà, est un peu moins demandeur à ce niveau-là. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que le couple est mort ou est-ce qu'au contraire, il y a une nouvelle possibilité d'évolution qui peut s'ouvrir aux deux partenaires? Bon, eh ben, là, c'est à ce niveau-là du schéma que nous nous trouvons et Oui, qui peut, ce schéma, nous être d'une grande utilité. Donc, on est au oui. niveau de l'éros, je reprends juste rapidement, au niveau de l'éros, c'est je vais retravailler la question de la possessivité. C'est pour ça que, Je peux juste faire une remarque. Ce absolument, rapport du passage du génital à l'éros, ça fait quand même penser au rosaire des philosophes, quand même, dans la psychologie du transfert. Ça fait penser, puisqu'à un moment donné, il y a la prise de conscience entre ce que je projette sur l'autre et la réalité de l'autre, ce croisement qui se fait dans le rosaire des philosophes, ça fait penser à ce que vous avez décrit au niveau du génital et de l'éros. Je voulais aussi dire que Solier, Eros, il dit le rapport à toi, Caritas, le rapport aux autres, Agapé, le rapport au monde. Je trouve que c'est une manière très synthétique et très parlante de résumer un petit peu ce processus-là. absolument, absolument, tout à fait. Alors, vous avez tout à fait raison avec le rosaire des philosophes, et là, ça nous ouvre, et avant de poursuivre sur Caritas Agapé, je fais une petite incise, c'est que, bon, on en parlera aussi, c'est que pour Solier, à ce deuxième niveau du schéma, donc au-dessus du chiasma, nous sommes dans le monde de l'imaginal. Voilà. J'en dirai un mot juste après. Oui, Euh, donc, Eros, on retravaille la question de la possessivité qui se trouvait au génital. Ensuite,
Alors, il donne aussi les âges. Bon, encore une fois, c'est tout à fait théorique. Euh, Heureusement, parce que moi j'ai passé l'âge de la retraite et j'ai je- j'ai l'impression que les tranches d'âge sont vraiment déplacées, hein. oui, Heureusement. absolument. Bon, alors, on va quand même donner celle de Solier, c'est qui dit que Eros, il y a tout ce travail à cette dimension entre 36 et 48 ans, Caritas 48-60 ans et Agapé 60-72 ans. Donc, effectivement, après, moi, je pense qu'elles peuvent se recouvrir. Et puis, ça peut être Eros pourrait très bien être de 40 à 60 ans, Caritas de 60 à 75 ans, et Agapé de 75 ans à. Et puis, on meurt et on ne sait pas si on a tout travaillé. Bon, voilà. Donc là, c'est chacun, c'est totalement différent. Mais enfin, c'est purement comme ça des repères tout à fait théoriques. Donc, nous arrivons au niveau de Caritas et on voit bien que Caritas est relié au niveau de l'anal. C'est-à-dire que plus je monte, et là j'atteins l'âge, on va dire, tout théorique de Solier, où j'ai là 48-50 ans au niveau de Caritas, je vais découvrir le lien au monde, à l'humanité, aux autres, aux autres. Voilà, c'est le lien aux autres. C'est-à-dire que je passe du niveau personnel de l'éros avec une personne que j'aime, et avec qui je suis en relation. En tout cas, j'ai un rapport affectif, parce que dans l'amour, il y a tous les sentiments aussi, hein. On sait bien ce que le couple nous fait vivre et nous fait apprendre sur nous-mêmes, il n'y a pas que de l'amour. Bon, ensuite j'élargis l'amour personnel, donc l'amour personnel même aux enfants, etc., mais je l'élargis aux autres, à ceux que je ne connais pas. Voilà. Bon. Et là, je vais retravailler la question de l'esclavagisme, c'est-à-dire du rapport maître-esclave. Quel Dominant, type dominé. Dominant, dominé, ouais. dominant-dominé? Qu'est-ce que j'ai comme rapport avec les autres? Et je vais travailler pendant, nous dit Psolier, il a fait durer une douzaine d'années, mais ça peut durer beaucoup plus, bien entendu, ce travail-là, de sortir dans mon rapport aux autres de cette question du dominant-dominé. Que je sois à la fois le dominant et que je sois à la fois le dominé. Et là, je dois passer à autre chose. Voilà. Je dois passer à, à une évolution psychique dans ce domaine-là. Et il donne aussi, et ce n'est pas non plus sur le schéma, on peut retrouver des mythes à chaque fois. Hein. Voilà. Lui, si dans mon souvenir, je pense qu'à Eros, il a mis Hélène, Caritas Marie et Agapé la Sophia. Enfin bon. Et en tout cas, on pourrait retrouver des mythes ou même dans la littérature, hein, qui correspondraient à ces différents niveaux d'Eros, Caritas, Agapé. Donc, à Caritas, je vais travailler ça. Et on le voit bien que ça se passe au plan personnel, mais aussi au plan collectif. On voit bien dans des exemples collectifs qu'il y a, et donc ça peut faire des échos avec des événements dans le monde, où il y a la question du rapport dominant-dominé. Et on voit bien aussi que si on est sur ce plan collectif, parce que le schéma est valable aussi sur le plan collectif, pour l'espèce humaine, eh bien, si on veut survivre et aller à une autre étape de développement, nous devons dépasser ces rapports de dominant-dominé. Voilà. Et pour avoir un lien vrai et juste aux autres de l'espèce humaine. Ensuite, on passe à agapé, donc à l'étape suivante, à l'âge théorique de 60 ans, mais encore une fois, ça peut être beaucoup plus tard, ou pas du tout. C'est mon L'amour du lien monde, l'amour au du monde monde, du cosmos. et au cosmos, enfin voilà, à l'ensemble de la planète, de la création, comme on dit, du cosmos, etc. Et où là, on le voit bien, c'est relié, on va retravailler le niveau le plus profond, c'est-à-dire le niveau oral, le niveau de la dévoration, le niveau, ce niveau le plus profond, voilà, qui est le niveau le plus profond aussi au niveau aussi du pouvoir, voilà, au niveau du pouvoir. Par exemple, mais ça va nous travailler, euh, par exemple, mon rapport à la planète, est-ce que je peux dévorer tout ce qui s'y trouve
ou bien est-ce que je dois faire un sacrifice de ma dévoration et avoir un rapport euh, beaucoup plus évolué, beaucoup plus mature, beaucoup plus spirituel, je dirais, à l'ensemble de la planète. Et donc, ça va aller travailler le niveau oral en nous aussi, en quelque sorte, pour aller sur cette évolution. Ça va être aussi le rapport à l'argent. Ça va être le rapport à toutes ces choses aussi très orales, si on veut, où c'est l'aspect le plus archaïque en nous. Et c'est tout à fait logique, de cette manière, en tout cas une logique psychologique, de de plus je suis dans une évolution, plus je vais travailler les choses les plus difficiles à travailler, les plus archaïques aussi. C'est-à-dire, c'est un peu le- la deuxième, c'est un peu le cours de rattrapage, parce que si vous voulez, l'examen de rattrapage, parce que on a travaillé le niveau archaïque à un premier niveau, en dessous du schéma, mais là, on le retravaille dans dans ces dernières racines. On va travailler le niveau archaïque dans ces dernières racines en moi. Et donc, là, c'est vraiment voilà, un niveau d'évolution le plus important sur son schéma. Et on voit bien que le schéma continue. Je trouve qu'il a le mérite quand même. Il y a peu de penseurs, hein, même chez les Jungiens, je trouve, qui sont capables de mettre, aussi bien dans les conférences, il revient toujours, ce schéma-là, il revient toujours, quel que soit l'angle par lequel il va aborder la conférence, il revient toujours à cet objet O', O' et cette évolution. Il y a une clarté dans sa pensée, et il y a un système, on pourrait dire. Tout à fait, oui, oui. Alors, moi, je pense qu'il y a il y a d'autres auteurs hein, quand même, hein, et moi, il y a un autre auteur qui me semble majeur et qui, pour moi, Man. c'est Eric Neumann. Voilà. Ah oui, Bon. bien sûr. Mais ils Et, se rejoignent, hein. Ils se rejoignent. voilà. C'est-à-dire que voilà, ils ont des différences, mais effectivement, ils travaillent des sujets proches. Hein, Neumann a beaucoup travaillé sur l'origine et l'histoire de la conscience, sur l'archétype de la grande-mère, et il nous propose des, 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 des- des insights, des intuitions, des propositions pour l'humain contemporain, pour comment dépasser toute la question du mal aussi, parce on n'en a pas parlé comme ça, mais quand on parle de pulsionalité ou de, de tous ces stades oral, anal, génital, donc esclavagisme, dévoration, possessivité, etc., si on n'a aucune conscience sur ces sujets, et qu'on les laisse agir comme ça de manière pulsionnelle et dévoratrice ou prédatrice, eh bien, on est dans le mal aussi, parce qu'on peut exploiter l'autre, détruire l'autre en quelque sorte. Donc c'est toute la question du mal aussi que, que, que Solier travaille aussi en filigrane en quelque sorte. Et moi, je voudrais revenir quand même sur la question de l'imaginal, parce que et là, il discute l'apport de Lacan, quand Lacan, dans son schéma, il situe des choses de manière juste, hein, quand il parle de réel, imaginaire et symbolique. Euh, voilà, bon, c'est assez parlant, le symbolique étant un petit peu tout ce qui structure le psychisme et les rapports humains. L'imaginaire, c'est tout ce qui est dans le fantasme et dans l'imagination. Et le réel, c'est ce qui ne peut pas être intégré et qui est l'expérience brute, en quelque sorte. Et on serait dans ces trois registres à divers moments, et ces trois registres sont reliés pour donner un psychisme sain. Bon, mais Solier, se basant sur les travaux Corbin. de ce grand Henri Corbin, euh, met en exergue, donne une considération qu'elle a- qu'elle doit avoir, et voilà,
et qui est importante, à l'imaginal. L'imaginal, c'est cette idée que le monde intérieur existe et avec une même réalité que le monde extérieur et que on peut poursuivre une évolution dans le monde imaginal. Euh, voilà. Donc pour moi, alors du coup, l'imaginal, c'est un imaginaire, mais qui acquiert des droits légitimes parce qu'il a des structures tout à fait opérantes et réelles au niveau psychique. Ce n'est plus, on pourrait dire, oh, c'est juste ton imagination. C'est pas C'est une juste ton réalité imagination. psychique objective. C'est une réalité psychique objective exactement. Et c'est pour ça que, par exemple, Carl Gustav Jung a beaucoup, comment dire, échangé avec Henri Corbin, notamment dans les rencontres de Eranos, où ils échangeaient beaucoup. Et l'œuvre, voilà, l'œuvre d'Henri Corbin est majeure, hein, et nous permet de, notamment pour le monde contemporain, c'est important. C'est-à-dire, on parle beaucoup de matérialisme. Eh bien, la découverte ou la mise en exergue, en valeur du monde de l'imaginal est une réponse à cela. Et je pense que, et on le voit sur le schéma, c'est que pour la poursuite de l'évolution de l'espèce humaine et notamment de sa survie, eh bien, c'est tellement important de redécouvrir ce niveau-là et de lui donner ses lettres de noblesse, en quelque sorte. Voilà. Ça, c'est capital. Et on le voit bien dans des analyses qui sont conduites avec des personnes dans la deuxième partie de leur vie ou des personnes qui ont déjà un chemin analytique ou personnel important. Eh bien, on voit vraiment des rêves au niveau de l'inconscient qui parlent de ces réalités-là. Voilà. Des réalités beaucoup plus spirituelles, c'est-à-dire qui existent par elles-mêmes et qui ne se retrouvent pas forcément dans le monde matériel et qui peuvent vraiment inspirer les êtres humains pour une évolution psychique. Et je pense que nous sommes pile dans ce moment historique-là actuellement. On a besoin d'auteurs qui nous donnent leurs lettres de noblesse à ces dimensions-là plus subtiles de l'être humain. Oui, je vous rejoins tout à fait. Moi, je pense qu'on n'a pas assez insisté sur cette conjonction qui se fait entre O' ou O', O'1 ou O2, O'2. Cette conjonction, je crois pour lui, c'est un symbole et aussi c'est la naissance du sujet aussi. C'est là que le sujet, c'est là que le sujet se construit. C'est dans cette conjonction O'. Autant que Oui, je me souvienne hein, de mes lectures. oui, tout à fait, mais c'est la notion aussi de réflexivité. C'est-à-dire que si le sujet en haut ne rencontre pas la réalité extérieure, représentée par O'Prime en lui, donc là, O'Prime, c'est le niveau psychique de la représentation du monde extérieur. Si un sujet ne rencontre pas le monde extérieur, il est enfermé en lui-même. Donc, et le sujet, le lieu du sujet, c'est le lieu de la réflexivité, mais au sens, pas de la réflexion, mais au sens de quand on se regarde dans un miroir, on se voit où on en est et on peut se remettre en question. C'est-à-dire, c'est le niveau où je manque de toute puissance, en quelque sorte. Donc, l'autre, ici, représenté par le monde extérieur. Et dans cet autre, je rencontre aussi des limites.
Et ça, c'est capital. Là, il rejoint Pierre Solier, tout l'apport de la psychanalyse de freudienne, lacanienne, de la question de l'autre, de la castration, ou bien du sacrifice. Il a beaucoup parlé du sacrifice. Et puis, vous savez qu'à ce deuxième versant de la vie, aux environs des 36 ans, l'on est tenu, comme je le disais tout à l'heure en commençant, de reconsidérer les moi-soi et les toi-autres, et d'intégrer autant que faire se peut en soi ce toi-autre qu'aura supporté ma mère d'abord, puis toutes les femmes de ma vie, dont une préférentiellement en général, et de la voir ainsi à moi. Et de la même manière, à travers le chiasma que je dessine là, ce sera donc ça, si vous voulez, la phénoménologie de l'anima, ici, et ici de l'animus, où, si on considère un même sujet, une femme par exemple, du double féminin ici et du double masculin ici, et qui aboutira également à une projection dans le bas du schéma, à l'occurrence, de ce soi et de cet autre non plus fusionné, confusionné dans l'imaginaire du début, car c'est l'imaginaire ici, mais distingué, intégré, symbolisé dans ce que j'appelle alors imaginal, pour bien le distinguer de l'imaginaire. Et j'appellerai ici ce qui se passe là, dans ce chiasma, au niveau de ce chiasma, le symbolique. Et là, en haut et en bas du chiasma. Et le sujet, alors, je le place ici, le jeu, au centre du chiasma. Et là, bien entendu, dans cette inversion qui se fait, on retrouve dans la bande de Mobius que nous avions fabriquée ici même il y a 3 ans environ, on retrouve l'un du début, mais cette fois à la conscience, et par conséquent devenu tout autre chose que l'aliénation dans laquelle il nous plaçait au début de la vie. Et ce sujet, donc au centre, au croisement chiasmatique de l'ordonnée axiale du soi et de l'abscisse, non moins axiale du moi, ressemble à s'y méprendre au soi individuel de Dieu. Quand vous parliez d'imaginal, quand vous avez évoqué l'imaginal, je me souviens qu'il écrit quelque part que ces objets pulsionnels archétypaux de l'objet O, il y a profusion, il y a abondance. Et quand il y a abondance, qu'il n'y a pas suffisamment d'objets extérieurs, c'est là où se créent des objets imaginaux. Je me souviens avoir lu ça quelque part. C'est quand la profusion d'objets O ne trouve pas l'objet O' extérieur, parce qu'il y a surabondance, c'est là que ça se dirige vers ça crée une réalité imaginale. Peut-être que ça crée d'autres choses plus nocives, hein, mais en tout cas, je suis à peu près sûr qu'il le dit ça quelque part, il faudrait que je retrouve. Oui, alors, moi, je verrais pas l'imaginal comme ça, c'est-à-dire que effectivement, pour qu'il y ait un monde imaginal, encore une fois, qui est situé dans la deuxième partie du schéma qui se fait après le chiasma, et le chiasma, c'est la réversion-inversion, mais c'est surtout la question qu'il y a eu une mort et une renaissance, il y a eu une transformation profonde du sujet. Le sujet a abandonné le tout au pulsionnel quand même, il faut quand même le dire, et pour commencer à se remettre profondément en question, voilà, dans la deuxième partie de sa vie. Donc ça, c'est quand même très important. Donc le monde imaginal, c'est quand même un monde qui
qui est à ce niveau-là d'évolution. Après, là où il y a quand il y a une profusion, alors c'est vrai que ça se base quand même, il faut que des personnes aient un contact avec leur monde intérieur. Maintenant, quand il y a une profusion d'objets internes pulsionnels et archétypiques, parce que c'est pas tout à fait la même chose, pulsionnel et archétypique, euh, Jung nous dit quand même que c'est à deux niveaux du spectre, enfin, c'est à deux extrémités du spectre. D'ailleurs, je crois que j'aurais pu dire image, mais je ne suis pas sûr, hein, mais je pense que j'aurais pu dire image. Oui, oui, on peut dire image ou imago. Enfin, voilà, c'est-à-dire que oui, oui, les images pulsionnelles ou archétypiques intérieures, c'est vrai que s'il n'y a pas assez de rencontres avec le monde extérieur ou de stimulation du monde extérieur, dans la première partie du schéma jusqu'au chiasma, oui, oui, il y a un monde interne trop important et où le sujet ne voudra pas se laisser limiter par la réalité, qui, Voilà, qui, voilà, qui oui. vivra comme une limite structurante et pas euh, une limite destructrice pour lui. Si le sujet n'a pas été limité dans sa petite enfance, qui n'a pas appris à se structurer un peu, eh bien, il va avoir toute limite comme insupportable et il va vouloir renverser les limites. Et c'est pour ça que toutes ces dimensions de dévorant, dévoré, dominant, dominé, possédant, possédé vont jouer à plein. Maintenant, je suis d'accord aussi que dans le monde imaginal, il peut y avoir de vraies intuitions intérieures, et si elles ne sont pas assez travaillées, de prendre certaines de ces intuitions pour la réalité. Bon, euh, alors ça, c'est toute la question de ce qui revient actuellement beaucoup, d'une spiritualité ou plutôt d'une religiosité un peu dogmatique, un peu euh, non, euh, non remise en question et qui est prise pour une vérité révélée absolue. Et là, Fanatisme. comment? Ça peut amener au fanatisme aussi. Absolument, voilà, tout à fait. On peut se dire que des personnes qui sont dans un dogmatisme, dans un fanatisme, etc., ont eu certaines intuitions peut-être spirituelles, peut-être, mais qu'elles n'ont pas critiquées. Et du coup, où la question de l'altérité n'est pas venue les ensemencer, n'est pas venue les remettre en question, n'est pas venue les, les, les détruire Fécondé. pour les reconstruire autrement. Oui. Vincent Prouvé, je vous remercie. Et si vous avez un dernier mot à ajouter sur ce schéma, mais on pourra y revenir éventuellement sur une troisième interview. Est-ce que vous voulez, pour conclure, puisque c'est malheureusement les délais qui nous obligent, est-ce que vous voulez rajouter un dernier mot à cet entretien? Euh, Juste pour dire qu'effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, ce schéma est un schéma, donc il est schématique, donc ce sont les os, comme vous disiez, et qu'il faut y mettre du muscle, de la vie et un cœur qui bat. Mais moi, je peux juste dire quand même qu'au niveau clinique, c'est d'un apport intéressant pour montrer les arêtes qui sont présentes dans certaines situations psychiques. Et ça nous donne vraiment un guide pour, pour, pour baliser, rendre plus visible et présent ce que peut être l'évolution psychique humaine. Donc, Oui, à ce là c'est très précieux. et d'autant plus si on peut partager cette vision de la vie avec son patient. Parce que comprendre qu'on peut passer du pulsionnel au spirituel, ne serait-ce qu'intellectuellement, c'est déjà,
c'est déjà quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école. Absolument. Et montrer que on passe au niveau spirituel, comme il l'appelle, moi je dirais psychique spirituel, eh bien, ça se fait pas en se coupant de son spirituel, mais au contraire, ça se fait à partir du pulsionnel qui va être transformé. Voilà. Donc c'est un discours qui tranche un peu avec certaines religions, mais en même temps, c'est fidèle à la psychanalyse, parce que la psychanalyse est vraiment basée sur l'idée de transformation et d'un fondu enchaîné, je dirais, de nos différentes étapes de développement. Merci beaucoup Vincent, à très bientôt, au revoir. Au revoir, Philippe Bourqui, à bientôt.